Merci à tous d'être présents. Cette année, nous avons donc innové aux Journées des universités. Les Journées des universités, comme vous le savez, sont plutôt orientées sur l'aspect découverte des formations, découverte des filières. Donc vous avez peut-être déjà pu faire un tour sur différents stands. On peut penser que si vous êtes là, la question des métiers du sport, le sport en général vous intéresse. Donc on va passer à peu près 1 heure ensemble. Et nous allons essayer de répondre, ou au moins d'approcher une question qui est la suivante. C'est être sportif, suffit-il pour faire du sport son métier? Donc vous comprendrez que l'objectif de ce moment que nous allons partager, ce n'est pas de tout vous dire sur les métiers du sport, mais c'est d'ouvrir de nouvelles pistes, peut-être des éléments, des métiers que vous ne connaissez pas et qui pourraient vous intéresser. Et de voir aussi, ça c'est un élément essentiel, que être sportif, mais je laisserai le soin à nos intervenants de le dire, ne suffit pas toujours à en faire son métier. Et quelquefois, on peut aussi être dans le sport sans être un sportif accompli. Donc il y a les deux possibilités. Je tenais à vous remercier bien sûr d'être présents, à remercier aussi nos 4 intervenants qui ont accepté, ils sont tous salariés ou indépendants ou à leur compte, mais ils ont accepté de prendre sur leur temps pour venir témoigner. Et je crois que c'est une démarche qui mérite d'être saluée. Je tenais aussi à remercier en particulier 4 personnes qui se reconnaîtront, qui ont fait un peu les intermédiaires, mais qui ont contribué à l'organisation de cette table ronde. Je pense à Karen, Anne, Julien et Philippe, qui ont permis de faire venir nos intervenants. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous avons 4 profils, 4 parcours, 4 histoires de vie en rapport avec le sport. Moi, j'aimerais, sans tarder, que Mehmet, par exemple, vous nous présentiez ce que vous faites aujourd'hui, quel a été en quelques mots votre parcours, le bac que vous avez fait si vous avez un bac, et en quelques mots, votre trajectoire professionnelle. Moi, tout d'abord, j'ai fait mes études, j'ai fait un bac STG, dont je ne suis pas allé jusqu'au bout. J'ai arrêté pour faire mon BPGEPS, activité physique pour tous et activité en sport collectif. Ce BPGEPS, il faut avoir 18 ans pour le débuter. Donc dès que j'ai eu 18 ans, je savais que je voulais faire ça. J'avais arrêté mon bac, c'est pas ce que je vous conseille de faire. Et je me suis directement lancé sur le BPGEPS. Et j'ai fait mes 2 ans au Krebs de Strasbourg et j'avais mon alternance à l'ASPTT Strasbourg. Et donc actuellement, je travaille dans un centre socioculturel à Haguenau, le Lang & Sound, et je suis chargé des projets sportifs. Donc je m'occupe d'un public âgé, ça commence du CP jusqu'en terminale. Et sur toute l'année, je propose différents projets en fonction des attentes du public et de ce qu'on peut leur proposer. On reviendra tout à l'heure sur votre quotidien de travail pour que les jeunes ici présents puissent cerner un peu ce que vous faites. La question a aussi été évoquée tout à l'heure lors de la précédente table ronde. Au quotidien, dans une journée de travail, dans une semaine de travail, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la part qu'on consacre au sport? Est-ce que c'est si important qu'on l'imagine? Donc c'est des éléments qu'on abordera tout à l'heure. Ophélie, à votre tour. Bonjour, donc moi je m'appelle Ophélie, j'ai 33 ans, je suis coach sportif diplômé d'État dans les métiers de la remise en forme, donc en fitness et en musculation. J'exerce mon métier depuis 8 ans maintenant, je travaille dans différentes salles de sport sur Strasbourg en tant qu'indépendante et en parallèle je suis formatrice pour les BPGEPS AG2F. Je suis responsable d'un centre de formation qui se trouve à Metz et un deuxième qui se trouve à Strasbourg. Donc j'ai une double casquette et de formatrice d'un côté et de coach de l'autre. Donc j'exerce depuis 8 ans. Avant ça, j'étais dans le milieu de l'équitation. J'étais enseignante en équitation et ce métier-là, je l'ai exercé depuis mes 18 ans. En sortant du collège, je suis rentrée dans une formation professionnelle pour pouvoir exercer en tant qu'enseignante dans l'équitation. Et donc en fait, pour moi, mon métier, ça a toujours été l'enseignement dans le sport.
dans un milieu, puis ensuite dans la remise en forme. Merci. Célestine, à votre tour. Bonjour à tous, moi je m'appelle Célestine, j'ai un parcours assez atypique. Hein. Je suis à la base professeure d'éducation physique et sportive et j'ai fait parallèlement un master 2 en STAPS et actuellement je suis dans le sport et la santé. Donc, je travaille dans une structure qui prend en charge de façon pluridisciplinaire les patients qui ont des pathologies cardiovasculaires ou bien qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, on essaye de mettre en place un programme pour ces personnes pour qu'elles évitent, si elles sont en prévention secondaire, de ne pas avoir de récidive, si elles sont en prévention primaire, de ne pas avoir d'infarctus. Parallèlement, je fais des interventions à l'université en Master 1 et en Master 2. Je fais la formation dans les CREPS. Je fais pas mal de choses, mais en tout cas, je travaille dans tous les projets qui sont en lien avec l'activité physique et la santé. Donc, c'est assez vaste. Merci, on y reviendra tout à l'heure pour approfondir un peu. Morgane, je crois savoir que vous êtes en train de créer votre entreprise. Vous avez été chez Puma pendant quelques années. Qu'est-ce que vous y avez fait et précédemment, quel a été votre parcours? D'accord, donc bonjour à tous. Tout d'abord, je suis issu de la formation de la faculté de Strasbourg, STAPS, où j'ai fait un Master 2. Donc en troisième année, comme tout le monde, je voulais devenir professeur de sport quand je suis rentré dans cette faculté. Mais c'était pas vraiment mon truc finalement. Donc en troisième année, je me suis spécialisé dans le marketing et le management du sport. Et j'ai ensuite continué sur un master. Donc après, en stage de deuxième année de master, j'ai eu la chance d'intégrer l'entreprise Puma. Donc d'abord, je suis rentré en tant qu'assistant marketing. Ensuite, j'ai eu la chance d'évoluer en tant que chargé trade marketing. Donc c'est tout ce qui est opération en magasin pour communiquer sur le produit et le faire vendre. Et par la suite, j'ai évolué en tant que chargé événementiel sur le running et le golf. Donc c'est deux disciplines que je pratique. Donc je m'occupais de toute la partie salon et présence, partenariat avec les courses nationales de running. Mon aventure chez Puma s'est terminée il y a peu. Et du coup, il y a 3 ans, j'ai eu une idée de commerce, d'un business, d'un site de e-commerce. Et donc je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de faire toute la partie analyse. Donc c'est une grosse partie avant de prendre la décision, on se lance ou on se lance pas. Donc peut-être qu'on pourra en discuter un petit peu plus tard, mais par contre c'est vraiment pas du tout en lien avec le sport. C'est quelque chose dans la gestion de fichiers, vidéos, images sur Internet. Donc voilà, c'est assez vague, je peux pas trop en discuter, mais on pourra, si vous voulez, en parler un peu plus longtemps pour la création d'entreprise. Très bien, merci. Alors, vous avez ouvert le deuxième temps de cet échange. C'était la pratique sportive en tant que telle. Vous disiez que vous pratiquiez le running et le golf, si j'ai bien compris. La question s'adresse aussi aux autres intervenants. Quel a été votre niveau de pratique sportive aux uns et aux autres? Vous êtes arrivé à quel stade de performance dans les sports respectifs? Ces deux disciplines ne sont pas du tout mes disciplines de base. Quand j'ai commencé STAPS, j'ai fait du basket. Donc ça, c'est ma discipline première. J'ai pratiqué pendant 13 ans. Je suis arrivé au niveau champion d'Alsace en junior. Et ensuite au niveau régional en senior. Et à partir d'un certain moment, j'en avais un petit peu marre du basket. Donc j'ai décidé d'arrêter et de toucher à tous les sports. Parce que quand on est en STAPS, on se doit d'être un peu bon dans de nombreuses disciplines, dans de nombreux sports. Donc après, je me suis essayé au fitness, à la musculation. Dès que je pouvais, je faisais du kayak, donc du golf, du running. Et mon prochain objectif, c'est de découvrir la boxe. Voilà, y a certaines valeurs que j'aime dans ce sport. Et je veux essayer, voilà. Je veux vraiment essayer tous les sports qui peuvent me tomber sous la main. Donc vous voyez là, il y a déjà un profil qui est marqué par la polyvalence. Morgane aime le sport, a pratiqué du sport à un certain niveau, mais au-delà de la performance dans certains sports, il y a aussi de l'attrait pour la diversité des sports. Donc essayez aussi vous, à titre personnel, de voir comment ces informations résonnent compte tenu de votre propre pratique sportive. Mais vous verrez qu'il y a des cheminements et des parcours différents.
Célestine, par exemple, vous, dans votre pratique sportive, avant d'en être là où vous en êtes aujourd'hui, je crois que vous étiez athlète, c'est bien ça? Oui, j'étais athlète, j'ai pratiqué au haut niveau, j'ai participé au championnat du monde à Göteborg en 95. Je faisais partie de l'équipe du relais 4x100 du Cameroun parce que je suis camerounaise d'origine. Et donc, comme il disait tout à l'heure, moi j'ai été très polyvalente à sport, c'est-à-dire que je pratiquais pas mal d'activités, j'étais assez douée, mais je n'avais jamais imaginé que j'aurais une activité professionnelle en sport parce que ça ne me disait pas vraiment grand-chose. Et donc, ma discipline de prédilection, c'était le saut en longueur. Mais quand on fait le saut en longueur, on doit être rapide. Et donc, je faisais partie des 5 premiers en termes de performance au niveau de l'équipe du Cameroun. Et c'est comme ça que j'ai fait partie justement du relais 4x100. Et donc ça, c'était mon niveau de compétition le plus haut. Hein. Donc, au niveau africain, j'ai fait pas mal de choses. Au niveau du Cameroun, j'ai été championne sur pas mal de disciplines, notamment le saut en longueur, le triple saut. Ce que je veux dire par rapport à cela, par rapport à la pratique de sport, ça m'a ouvert pas mal de choses. Je suis dans le sport et la santé maintenant. C'est pas parce que j'ai pratiqué le sport. Parce que je me souviens que quand je pratiquais le sport de haut niveau, ce qui m'animait le plus, c'était de faire les performances, être sélectionné et voyager. Or maintenant que je me suis orientée dans le sport et la santé, c'est beaucoup plus concret pour moi, c'est-à-dire parler de la santé, parce que c'est comme vous les jeunes, je pense que parfois quand vous parlez de santé, c'est un peu abstrait pour vous. Et donc pour moi à l'époque, c'était ça ma motivation. Je me suis retrouvée déjà comme prof de sport par hasard, parce que je ne voulais pas être prof de sport. C'est pour dire vraiment que de manière générale, le profil n'est pas défini. On peut changer en cours de route en réalité. Parce que juste pour terminer par rapport à cela, parce que j'ai un bac G2, j'ai une licence en sciences économiques. Vous voyez? Et donc après cela, moi j'ai fait par exemple le CAPEPS, dont je suis prof d'EPS. C'était un principe de réalité, c'est-à-dire qu'après ma licence, j'avais la possibilité d'entrer, de passer le concours pour être professeur d'EPS. Et je l'ai fait parce que je voulais la garantie de l'emploi par exemple. Mais quelque part, le sport m'a aidé dans ce sens-là, mais à la base, je voulais faire des études de gestion. Voilà, vous voyez que là aussi, il y a un cheminement qui est assez particulier, assez singulier. Alors le bac G2, pour que tout le monde comprenne, c'est un bac technologique, hein, c'était ça, je pense l'équivalent aujourd'hui d'STMG. Et vous voyez qu'ensuite, il y a eu un cheminement qui est certes marqué par le sport, mais aussi par la gestion. Donc on en retrouve cette polyvalence du côté des études et de la pratique sportive. À votre tour, Ophélie. Oui, moi j'ai un parcours qui est relativement plus simple puisque ma première discipline au départ c'était l'équitation. Je monte à cheval depuis que je suis toute petite. Donc j'ai été championne de France en dressage et en concours complet, en individuel et par équipe. Je suis sortie en niveau international toujours en concours complet. Et après il y a eu cette reconversion professionnelle. Au départ le fitness c'était un loisir. J'en ai fait mon métier puisque à partir du moment où on est éducateur sportif dans une discipline, il y a des passerelles qui nous permettent d'accéder avec quelques allègements de formation à une autre discipline. Donc ça s'est fait relativement facilement. Par contre, à partir de ce moment-là, j'ai abandonné l'équitation parce que c'est quelque chose qui demande énormément de temps et d'investissement, donc il a fallu faire un choix. Je me suis orientée sur le fitness. Donc là, dans le fitness, on n'a pas de fédération, donc pas de compétition à proprement dit. Par contre, à partir du moment où on travaille dans ce milieu-là, il faut essayer d'être le plus polyvalent possible puisqu'on est amené à donner des cours collectifs dans beaucoup de disciplines, renforcement musculaire, cardio, stretching, etc. Je donne des cours de danse en parallèle, donc ça m'a aidé aussi à amener de la diversité dans mes cours collectifs. Et donc voilà, là maintenant je joue plus sur la polyvalence entre le fitness et la musculation. Et je continue du coup pas à faire de la compétition, mais j'essaye de me former autant que possible pour être la plus compétente en fait dans les différentes disciplines que je transmets. Donc là aussi, la diversité semble primer. Le mot de polyvalence, je l'ai utilisé, mais vous le prenez aussi à votre compte. Mehmet, qu'en est-il pour vous ? Pour ma part, j'ai commencé comme beaucoup de garçons par le football. J'avais 10 ans et donc après ça, je me suis lancé en même temps en parallèle, je faisais du handball.
Et donc, en sixième, j'ai intégré la section handball du Collège Foch à Haguenau. Et donc, je faisais les deux en même temps. Et avec l'école, ça faisait trop. Donc, ma mère m'a demandé de choisir, de faire un choix entre les deux. Donc, j'ai continué uniquement avec le handball. Et donc, à partir du lycée, j'ai intégré. Je suis allé en sélection nationale. Puis, j'ai joué en club au niveau national aussi. Et donc, quand j'ai commencé mon BPGEPS, je pouvais plus me rendre à tous les camps d'entraînement qui étaient organisés. Donc, j'ai dû faire une croix sur la sélection nationale. Et donc, j'ai continué à jouer à l'ESSAB pendant 2 ans. Puis, dès que j'ai terminé mon BPGEPS, je suis retourné sur Haguenau. Et donc, voilà, là, je continue le handball, mais plus au niveau national. Je suis avec quelques amis. Et sinon, avec le travail, je fais différents sports dans la semaine avec les jeunes. Alors, ce témoignage illustre bien le fait que, au quotidien, il y a la pratique sportive, mais il y a aussi la nécessité, à certains moments, dans un choix de cursus, de donner des priorités, et que tout ne peut pas être géré simultanément. Donc vous avez dû revoir un peu vos ambitions sportives à la baisse pour pouvoir persévérer dans une voie professionnelle. Tout à fait, Ouais. parce que là, actuellement, dans le centre socioculturel dans lequel je travaille, nous avons une dynamique. En fait, là, dimanche, je pars à un séjour. J'ai organisé un séjour ski dont on a 21 jeunes avec nous. On rentre. 3 jours après, je repars pour le Portugal. C'est pas avec le sport, mais vu que je suis dans le centre culturel, on a divers projets. Et là, on va partir pour un séjour culturel. Donc, je vais rentrer, je vais repartir. Je passe environ... la semaine dernière, j'ai fait plus de 50 heures dans la structure. Juste à organiser mes réservations, mes séjours. Et après, j'ai mes temps avec les jeunes qui sont généralement du lundi au vendredi de 16h à 19h. Et dont après, j'accueille aussi les plus âgés jusqu'à 22h. Ouais, donc vous faites combien d'heures par semaine? Ça semble assez incroyable, et en même temps, vous n'avez pas l'air fatigué, vous avez l'air passionné par ce que vous faites. Donc, c'est saisissant, c'est un vrai message à faire passer à l'ensemble de l'Assemblée. Dites-nous un peu... Je fais 35 heures comme tout le monde, normalement. Voilà, ça c'est la théorie. Voilà, mais comme je vous ai dit, là, avec les séjours à organiser, les projets qu'on met en place, ça me fait des journées. Des fois, j'arrive au centre à 9h. Entre midi et 2, on a un accueil pour les jeunes aussi, donc je suis au centre et ça va au plus tôt, je rentre à 19h et au plus tard, 22h. Voilà, alors ce qui semble émaner de ce témoignage, c'est le fait que vous ne vivez pas ça comme une contrainte, que par une entrée qui peut être le sport, on peut aussi raccrocher à la question des déplacements, question du voyage. Donc ce n'est pas nécessairement une activité sédentaire. Quand on lit centre socio-culturel, on vous imagine peut-être à demeure à Haguenau. En fait, pas du tout, vous bougez. Donc c'est aussi un élément qu'il est bon d'avoir en tête. Alors, vous avez déjà un peu pris les devants sur ma prochaine question. C'est au quotidien, dans une semaine, si on devait se hasarder un pourcentage, la pratique sportive en tant que telle, ça représente combien? Ça dépend en fait des groupes qu'on accueille, vu que nous, notre priorité déjà, c'est tout ce qui est scolarité. Donc nos jeunes, quand ils arrivent, tout d'abord, ils commencent par le périscolaire. Donc on a un suivi sur leur scolarité. Donc dès qu'ils arrivent, en premier temps, c'est les devoirs. On accueille à partir de 16h, donc ils commencent à faire leurs devoirs. Il y en a, ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Donc dès qu'ils ont terminé, moi j'ai mes ateliers que je mets en place tous les jours. Et donc dès qu'ils ont terminé, ils viennent faire une demi-heure. Ou il y en a, ils sont là pendant 1h30 à faire les activités. D'accord. Ophélie, pour vous, peut-être que la pratique sportive en tant que coach, elle est plus présente. On peut peut-être aussi imaginer qu'il y a des tâches administratives
dont on ne prendrait pas nécessairement la mesure? Comment ça se répartit dans votre activité? Alors en fait, c'est très simple. Un coach sportif aujourd'hui, il a deux possibilités. Soit il est salarié dans une structure, dans une salle de remise en forme, et dans ce cas-là, il va faire 35 heures par semaine, il va faire des cours collectifs en partie, à peu près la moitié du temps. Le reste du temps, il va accueillir les gens dans la salle, il va vendre des abonnements, il va surveiller le plateau de musculation. Et ça va être 35 heures par semaine. Ça, c'est un coach salarié. Moi, je suis indépendante, mais par contre, je fais très peu de coaching à domicile. Je suis indépendante pour les salles de sport, c'est-à-dire que j'interviens dans une salle pour venir donner des cours collectifs et pour faire de l'encadrement sur des plateaux de musculation. Donc j'ai des créneaux horaires qui sont plus petits, c'est-à-dire que je vais arriver dans une salle pour travailler 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais sur ces heures-là, par contre, ma pratique va être concentrée parce que eux me font venir spécialement pour ça. Donc moi, j'ai fait le choix en fait de faire du coup plus de pratique puisque c'est mon rôle principal quand j'interviens dans une salle. Ce qui veut dire que j'ai à peu près, on va dire, une vingtaine d'heures de cours collectifs dans la semaine. Et les jours où je pratique le moins physiquement, c'est les journées où je suis sur le centre de formation. Et à ce moment-là, je suis là pour former les stagiaires au diplôme. Et moi, j'interviens comme formatrice sur le fitness et sur tout ce qui est réglementation du sport. Donc formatrice fitness, au départ, forcément, je vais devoir pratiquer avec eux. Et puis petit à petit, mes stagiaires se mettent, eux, en situation d'animation. Donc au fur et à mesure de l'année, je peux lever un petit peu le pied sur ces séquences-là. Mais sur mes interventions en salle, on est sur une vingtaine d'heures effectives de sport. Très bien, merci. Alors Célestine, vous étiez aussi dans une situation singulière, athlète de haut niveau. Aujourd'hui, le sport au quotidien, ça représente encore quoi dans votre vie? Dans ma vie personnelle, c'est vrai que je pratique de temps en temps. C'est d'ailleurs ce qui me sert de carburant parce que moi j'habite à Strasbourg, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Et je travaille dans le centre Alsace, ça veut dire que je me déplace énormément. Quand je vais le matin au travail, je peux... parce qu'il faut savoir que notre structure a plusieurs antennes. Il y a au Bernay, Célestat, Sainte-Marie, au Mines-Schirmeck. Et donc, je suis tributaire de ma présence en fonction des jours. Ce matin, par exemple, j'ai eu les patients en consultation, c'est-à-dire quand je pars le matin, je reviens, je termine à 18h et quand il y a des bouchons, je suis au plus tôt à la maison vers 19h30. Ce qui fait qu'il m'arrive le matin très tôt avant d'aller au boulot de courir. C'est-à-dire, ça ne va pas être... c'est juste faire le tour de pâté de maison. Et moi, pour moi, ça représente le carburant pour la journée. Et donc, et comme c'est dans mon domaine de compétences professionnelles, c'est-à-dire amener les patients à avoir une activité physique compatible avec la santé, ça me permet de comprendre aussi le quotidien des patients parce que parmi les freins au niveau de la pratique de l'activité physique, ce qui revient le plus souvent, surtout pour ceux qui sont en activité, c'est l'incapacité à pouvoir concilier la vie professionnelle, familiale et l'activité physique à côté. Et très souvent, on relaie toujours l'activité physique au second plan en se disant que voilà, j'ai pas le temps. Et le fait de le vivre moi, en plus sur le plan personnel, en plus des compétences académiques que j'ai, je comprends mieux les patients et je les accompagne mieux aussi. Mais ma quantité d'activité physique, même sur le plan professionnel, n'est pas énorme parce que moi, je travaille beaucoup plus sur les projets. C'est-à-dire au niveau j'ai 2 heures à peu près de gym que je propose aux patients en activité collective. Mais par contre, j'essaie de monter un projet avec le patient pour qu'il soit complètement autonome et qu'il puisse introduire l'activité physique dans son hygiène de vie en fait. Et donc c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire on va évaluer le patient en termes de motivation, des freins à la pratique, en termes de santé et puis en termes de conditions physiques aussi. On va personnaliser l'accompagnement pour qu'il puisse pratiquer au quotidien et que ça fasse vraiment partie de son hygiène de vie. Donc moi, personnellement, je ne bouge pas énormément avec les patients, mais je les amène à ressentir la quantité d'activité physique compatible avec la santé, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être en leur montrant comment est-ce qu'ils peuvent travailler à la maison, parce que c'est vraiment en gros dédramatiser l'activité physique et leur permettre de comprendre que c'est vraiment accessible à tout le monde.
Et donc, pour cela, il n'y a pas beaucoup de pratique. C'est eux qui travaillent. Moi, je leur dis souvent, je vous apprends à pêcher du poisson au lieu de vous donner du poisson. Parce que quand ils viennent en consultation, ils ont tendance à croire que je suis le coach sportif qui va les faire bouger. Or, la fréquence à laquelle on se voit, c'est 1 fois par mois, par exemple. Ce n'est pas suffisant. Vous êtes beaucoup les uns et les autres dans une logique de transmission, on y reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire il y a la pratique sportive en tant que telle, mais il y a aussi l'envie à un moment donné de faire passer quelque chose à un public. Alors avant d'aborder ce point, j'aimerais aussi votre témoignage sur cette question de la pratique sportive au quotidien, ce que ça représente. Pour ma part, étant dans le marketing et le commerce du sport, au travail, professionnellement, c'est 0 heure de train de Voilà, de sport. voilà au moins c'est clair. Donc je suis un peu différent du reste de mes collègues. Après, quand on est en STAPS, en 3e année, on peut choisir entre le management du sport, l'entraînement sportif, l'enseignement sportif en tant que professeur de PS, ou le sport adapté à un public divers et varié. Je suis dans la seule formation où on pratique plus du tout le sport. On est en lien avec le sport, mais on vend du sport. Donc voilà, après le sport, on le fait personnellement, après le travail. On se prend du temps pour soi, pour décompresser de la journée. Mais c'est un choix que j'ai fait. Voilà, c'est vraiment l'autre versant, commerce. Alors, c'est aussi un témoignage qui est assez éclairant. Donc Morgane a fait STAPS. STAPS, intuitivement, on pense qu'on fait du sport à longueur de journée. Aujourd'hui, le sport en tant que tel, ça ne représente pas grand-chose, voire rien du tout dans... Et je veux même préciser, même en STAPS, on ne fait pas que du sport. En STAPS, les 2 premières années, on est à 12 heures de sport sur 32. Voilà, c'est important que ça émane de vous, les chiffres sont parlants. Donc il faut aussi J'ai été le premier surpris. Et balayer les représentations. Et que la question, alors ça fait un point commun entre vous deux, mais je pense que vous vous y associeriez aussi, c'est que le sport peut être un carburant, peut être une hygiène. Le sport, c'est aussi quelque chose que vous exercez à titre personnel, mais pas nécessairement au cœur de votre activité tout le temps. Donc ça aussi, je crois que c'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit au moment de formuler vos choix. Moi, j'aimerais savoir aussi un peu quelles sont vos principales satisfactions au quotidien dans vos métiers respectifs. Vous avez 4 métiers qui sont très différents, qui sont unis par la thématique du sport, mais je pense que ça ne vous fait pas vibrer de la même façon. Donc qu'est-ce qui vous donne envie d'aller travailler le matin? Qui souhaite répondre? Sachant que vous répondrez tous les 4. Célestine. Moi, comme je disais tout à l'heure, faire du sport, ma pratique professionnelle à la base n'était pas vraiment bien définie. Je peux dire que je m'épanouis beaucoup dans mon travail maintenant parce que je pense avoir trouvé ma voie. Ce qui me plaît surtout dans mon travail, c'est la diversification la diversité de ce que je fais. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être dans les actions de prévention, ça peut être dans la prise en charge, c'est-à-dire les consultations, je reçois les patients en consultation, ça peut être dans le montage des projets, parce que je fais la formation de formateurs, j'anime beaucoup de conférences, je fais aussi la formation médicale continue auprès des médecins généralistes dans le cadre de la pratique de la prescription de l'activité physique aux patients. C'est vraiment diversifié et je ne pense pas que le fait d'avoir fait le sport de haut niveau m'aurait prédisposé à continuer à avoir l'activité physique comme hygiène de vie. Parce que si vous observez autour de vous, quand vous voyez les anciens champions qui ne pratiquent plus, c'est des personnes qui sont parfois en situation d'obésité. Si je continue à pratiquer de l'activité physique maintenant, je pense beaucoup que c'est le fait de m'être orientée dans le sport et la santé. Parce que là, ça fait résonance. Et là, du coup, le fait d'avoir fait le sport avant, pour moi, c'est une valeur ajoutée. Parce que ce que je fais, je pense que quelqu'un qui n'a pas fait le sport de haut niveau, mais qui a fait des études en STAPS comme moi j'ai fait, aurait aussi eu le même parcours que moi, aurait aussi eu la même activité professionnelle que moi. Mais le plus par rapport au fait que j'ai pratiqué, c'est vraiment une valeur ajoutée.
parce que je vois la différence avec certains collègues, parce que c'est le vécu, c'est le fait d'être parti de l'Afrique, de venir ici, des trajectoires sociales différentes. Ça vous donne... comment dire, ça vous donne certaines compétences, certaines valeurs que vous n'auriez pas trouvées rien que par le chemin de l'école. Et moi, je trouve que c'est très porteur parce que dans le cadre de ma pratique professionnelle, je suis très souvent en phase et je comprends beaucoup les patients par rapport au fait qu'il y a aussi le vécu. Je me souviens par exemple au niveau des patients en situation d'obésité qui ont un rapport au corps négatif, qui vont s'auto-exclure de certaines choses parce que on se moque d'eux. C'est des choses que moi j'ai vécues par exemple par rapport à mon intonation. J'ai un accent qui est moins prononcé que lorsque je suis venue ici en 2001. Parce que quand je suis venue en 2001, je suis venue préparer un doctorat ici en STAPS à Strasbourg. Je me souviens qu'au début, quand je parlais, je chantonnais vraiment. Et la première fois, il y a des étudiants qui ont rigolé et ça m'a beaucoup perturbée. Et ce que je veux dire par là, c'est que malgré le fait que j'avais été athlète de haut niveau, j'avais 36 ans à l'époque, j'avais enseigné pendant 5 ans dans les lycées et collèges, ça m'avait bloqué littéralement. Mais maintenant, quand vous avez un patient qui vient, qui vous parle de ça, au-delà du fait que c'est des choses que vous avez apprises dans le cadre des livres, vous l'avez vécu. Et vous savez comment vous avez fait pour sortir de cet enfermement. La preuve, c'est que mon travail consiste à parler devant les gens. Pourtant, ça m'a bloqué pendant longtemps. Vous voyez, le fait de l'avoir vécu vous permet de transmettre beaucoup plus facilement. C'est-à-dire de ne pas être technico-technique, mais d'aller aussi dans le côté humain et de pouvoir passer le message tel qu'il devait être passé et pour que la personne puisse s'approprier un certain nombre de choses. Et je vois dans les consultations que ça marche vraiment beaucoup. Donc là, il y a un message fort qui tient notamment aux compétences qui peuvent être extrascolaires ou extra-universitaires. Tout ne s'apprend pas dans le cadre d'une formation. Il y a des chemins de vie, il y a des engagements, il y a peut-être des investissements associatifs ou culturels qui, à un moment donné, vont aussi vous aider dans une pratique professionnelle en rapport avec le sport. Donc on sent un engagement, une volonté d'aider les patients, dont vous parlez souvent. Donc ça semble être un des moteurs chez vous. Ophélie, à votre niveau, qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier ? Alors, moi, je reprends ma double casquette. Donc, première casquette de coach. J'ai des gens qui viennent s'inscrire dans les salles. Pourquoi ils s'inscrivent dans les salles ? À la base, parce que souvent, tout seuls, ils n'ont pas la motivation, l'envie, les connaissances nécessaires pour atteindre leurs objectifs sportifs. Donc, quelque part, ils nous confient un petit peu leurs objectifs. C'est un gage de confiance. Et ça, c'est une première chose. Et en plus, nous, il faut qu'on les fidélise. Donc là, le but du jeu, c'est que quand on va coacher quelqu'un, que ce soit en cours collectif ou en musculation, il faut qu'on donne envie à la personne de revenir. Parce qu'à la base, elle vient faire quelque chose qui peut être un petit peu pénible. Elle va courir, elle va souffrir, elle va transpirer. Donc dans l'absolu, c'est pas forcément le truc le plus drôle au monde. Et c'est à nous d'amener ce côté ludique et de fidéliser les gens tout en les amenant d'un point A à un point B. Ils nous confient des objectifs. À nous de les amener à ces objectifs et de faire en sorte qu'ils soient contents de revenir à chaque fois. Les gens viennent nous voir dans les salles après une journée de travail. Ils ont eu des galères, parfois ils ont des soucis dans leur vie perso, ils n'ont pas forcément des journées super drôles. Donc quand ils arrivent, ils ne sont pas forcément dans un état d'esprit très positif. Et voilà, nous on est là pour amener que du positif et pour les faire évoluer. Donc moi je trouve ça génial. Après, au niveau du centre de formation, moi je suis là pour former les futurs professionnels qui seront mes collègues de demain. Et là, pour moi, les stagiaires me confient quelque chose de très important, c'est leur avenir professionnel. C'est-à-dire qu'ils attendent de moi, entre autres, que je puisse leur fournir les outils pour qu'ils exercent le métier qu'ils ont envie d'exercer. Et les voir évoluer au quotidien, les voir passer leurs évaluations et les voir obtenir le diplôme à la fin de l'année. Je trouve ça extraordinaire parce qu'on a transmis, on les a fait grandir et puis après grâce à nous ils vont devenir meilleurs que nous. L'objectif c'est ça. Alors que ce soit dans le cadre d'une relation avec un patient, dans la relation avec un individu, on sent que vous
vous dispensez aussi du bien-être, vous dispensez du bonheur. Hein, donc le sport, ça peut aussi être ça, dans l'acte de transmission. Mais Maître, à votre niveau, on a senti toute la diversité de votre quotidien. Est-ce ça qui vous donne envie de vous lever le matin? Est-ce qu'il y a encore d'autres aspects? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre activité? Le plus important, c'est le taux de présence des enfants qu'on a. Donc dès que j'arrive, ils doivent s'inscrire sur un tableau. Donc je vois le nombre d'enfants et je dis ah c'est pas mal. Et le truc, c'est le retour que j'ai. C'est pas le retour que j'ai directement de leur part, mais c'est quand j'entends les autres dire ah oui, truc a dit que c'était bien, ça. Donc là je me dis ah c'est bon, je suis dedans, je vois qu'ils apprécient. Et des fois on est là, faut qu'on s'organise, faut qu'on change notre programme parce qu'on a prévu d'avoir 12 enfants, mais finalement on a une vingtaine. Et donc ça suppose de la souplesse, de l'adaptabilité. Ça, c'est aussi des compétences qu'on n'apprend pas nécessairement sur les bancs de l'université. Hein, c'est aussi des compétences humaines qu'on peut développer dans un cadre personnel. Tout à fait. Et toujours des demandes, ils n'arrêtent pas dès qu'ils viennent. La première des choses, c'est que ce soit un collègue à moi ou ils disent toujours ouais, on fait quoi comme sport aujourd'hui? En fait, depuis qu'on a mis les activités sportives en place, donc la première des choses qu'ils demandent, c'est le sport. Alors, le sujet avait un peu été évoqué tout à l'heure. Ensuite, je vous laisserai le soin de poser aussi des questions. J'imagine que vous en avez. C'est les horaires. On a l'impression que ce n'est pas très homogène dans une semaine. L'amplitude peut être importante. Est-ce qu'il vous arrive de travailler le week-end, de travailler le soir, ça vous l'avez dit? Est-ce que l'une ou l'autre aimerait apporter un témoignage sur ce point-là? La question des horaires et l'organisation de la semaine. En fait, je travaille à temps. Merci. Je travaille à temps plein dans la structure dans laquelle je bosse. C'est 35 heures. Hein. C'est 35 heures reparties sur 4 jours. Parce que je ne travaille pas les mercredis. Comme je disais tout à l'heure, j'habite à Strasbourg, je travaille ailleurs. Donc, il me faut aussi un temps pour les enfants et pour moi. Mais par contre, je travaille un samedi par mois parce que dans la patientèle, on a aussi des personnes qui sont en activité, qui ne peuvent se libérer que le samedi. Mais à côté de cela, chaque fois qu'il y a une action, on peut travailler hors des 35 heures, sachant qu'on va récupérer les jours. Donc, mais sinon, c'est 35 heures. Il y a des moments où il y a des réunions ou bien il y a des interventions le soir où je vais rentrer à 23 heures. Et ça, très souvent, ça arrive aussi. Donc, voilà. Moi, comme je suis indépendante, j'ai quelque part la liberté des horaires, mais en même temps une obligation de disponibilité si je veux gagner ma vie correctement. Donc l'auto-entrepreneuriat, c'est très bien. Moi, j'ai fait le choix j'ai choisi en fait cette liberté parce que je suis prête à consacrer énormément d'heures à mon travail parce que c'est ce qui me passionne. À partir du moment où on travaille dans la remise en forme, on travaille dans le loisir. Donc on va travailler quand les gens qui ont des horaires entre guillemets de bureau ne travaillent pas. C'est-à-dire que la seule option que j'ai rayée de ma liste, c'est de ne pas travailler le dimanche. Je ne travaille pas le dimanche tout simplement parce que je vais donner des cours de danse, donc c'est même pas pour le repos. Sinon, je travaille du lundi au samedi. Quand je travaille dans les salles, c'est énormément sur les créneaux du déjeuner et le soir. Donc systématiquement, mes horaires du soir se finissent vers 21h, 22h. Donc ça, c'est les horaires quand on travaille en salle de sport. Sur le centre de formation, c'est du 8h, 17h. Par contre, comme c'est sur Metz, je rajoute 3 heures de trajet dans la journée. Maintenant, pour moi, ce n'est pas une contrainte, c'est un choix parce que j'estime qu'avoir le choix, c'est un luxe. Et donc, pour moi, voilà, j'ai une grosse amplitude horaire. Parce que je l'ai choisi. Pour les coachs qui décident de travailler en tant que salariés, on peut limiter le volume horaire, mais par contre, très difficile de limiter le nombre de jours dans la semaine. Il faut s'attendre à travailler le week-end, au minimum le samedi, voire en général le dimanche. Oui, donc ça rebat sensiblement les cartes. Vous avez été plusieurs à dire 35 heures, ça c'est le statut en quelque sorte légal. Ensuite, c'est la théorie. Dans les faits, il y a tout un tas d'aménagements qui sont possibles. Alors, la question qui me vient à présent, c'est
si vous projetez un peu, vous voyez où dans 5-10 ans? Est-ce que vous avez des projets? Je pense notamment à vous, Morgane. Vous êtes en plein dans une phase à la fois de conception, de construction, de réflexion. Comment vous voyez et où vous voyez dans 5-10 ans? Bah, là, je suis un petit peu à un moment charnière. Je suis en train de réfléchir, comme je disais, à une création de société. Maintenant, si ça marche, bah, je me vois très loin, étant donné que j'espère que ce projet va marcher. Donc voilà, très loin. Après, si jamais ça marche pas, je reviendrai dans une société et j'espère dans 10 ans en tant que responsable marketing d'une enseigne. Après, comme dit, je ne me cantonne pas qu'au sport. Je pourrais faire du marketing dans d'autres domaines, même si en ayant fait STAPS, on est quand même assez segmenté sport. C'est pas facile. Sur le CV, j'ai 2 ans chez Decathlon, j'ai 5 ans chez Puma. J'ai postulé à d'autres sociétés et malheureusement, j'ai pas de bons échos. On est forcément en concurrence avec des écoles de commerce. Ça, il faut pas se leurrer. Ils ont aussi une formation à faire valoir. Ils ont aussi un état d'esprit très large par rapport au STAPS où on est vraiment sport. Donc voilà, faut prendre ça aussi en compte quand vous choisirez votre voie. Qu'est-ce que vous auriez justement, puisque vous l'avez un peu initié, comme conseil à donner aux jeunes qui sont présents ici? Des conseils pour réussir dans cette voie ou pour vous rapprocher de ce que vous faites ou de ce que vous avez fait? Alors, en termes de recherche d'emploi, vous voulez dire? Non, en termes d'exercice professionnel, vous avez déjà travaillé dans différents secteurs. À quoi il faut être vigilant? À quoi faut être vigilant? Bah, malheureusement, en ce moment, il y a énormément de personnes qui recherchent un emploi. Donc, quand on voit une offre, il y a énormément de candidatures. Ça, c'est pas parce que on va répondre négativement à votre candidature que c'est parce que vous n'êtes pas bon. Oui. Mais il y a énormément d'autres personnes face à vous qui ont peut-être un petit quelque chose en plus et il suffit de rien. Donc, ce que je voudrais vous donner comme conseil, c'est déjà à maintenant travailler votre réseau. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, on vous le dira tout au long de votre carrière, travaillez le réseau professionnel. C'est quelque chose qui vraiment porte ses fruits. À titre d'exemple, pendant mon master, j'ai voulu travailler dans une enseigne sportive. Donc je suis allé chez Decathlon. C'est la personne qui m'a embauché chez Decathlon. Bon, déjà, il faut que je vous le dise, je l'ai harcelé pour qu'il me prenne parce que j'étais au rayon cycle et je connaissais rien du tout au cycle, mais je voulais absolument travailler. Donc je l'ai harcelé, il m'a donné ma chance, il a eu raison. Et c'est cette personne-là qui m'a fait rentrer chez Puma par sa femme. Donc voilà, c'est vraiment tout petit. C'est lui qui me donne des conseils. Cette personne m'aide vraiment énormément. Et vous allez rencontrer des personnes dans votre carrière sur lesquelles il va y avoir vraiment un feeling très très fort. Et il faut compter sur ces personnes-là. Et elles vont vraiment vous apporter énormément. Donc Ça, c'est un message qui est vraiment important. Hein. LinkedIn, Viadeo, professionnel. Vous rencontrez des professionnels ici, c'est super. Prenez les cartes. Vous voyez d'autres salons qui sont dans votre domaine, le sport, n'importe quoi. Allez-y. Mais voilà, ça marche énormément comme ça. J'ai une conseillère qui m'a dit 80% des métiers sont trouvés par le réseau et 20% par les annonces officielles. Donc voilà, c'est des chiffres. Donc c'est une forme, vous l'avez compris, une forme de harcèlement positif, hein, puisque moi j'appelle plus ça de l'obstination. Ça a été d'ailleurs concluant puisque ça vous a permis d'avancer et on a eu raison de vous faire confiance. Donc là, c'est des éléments que je vous invite à méditer, auxquels vous pouvez réfléchir. Les autres, qu'est-ce que vous auriez envie de délivrer comme message aux jeunes ici présents par rapport au futur et parce qu'on vous sent animé par la passion et par l'intérêt de ce que vous faites? Tout d'abord, comme moi j'ai fait, c'était ce que je fais aujourd'hui aussi, c'est avec plaisir. C'est pas je me dis aujourd'hui je vais travailler tant et tant d'heures, la semaine prochaine j'ai ça à faire, ça, si, ça. À la fin du mois je gagne tant, je vais gagner tant et tant, mon salaire, non, il n'y a pas. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de ça déjà, dans le domaine dans lequel je suis actuellement, dans le social surtout. Donc si déjà c'est le plaisir, c'est la première des choses, et si vous aimez partager ce que vous savez faire, ça serait le top.
La dimension plaisir donc, est là centrale dans le quotidien. Quand on sait le temps qu'on passe au travail, c'est vrai que si c'est pour rechigner à la tâche, c'est peut-être dommage. Alors ne sous-estimez pas cette question du plaisir et de la satisfaction. Ophélie. Mon père m'avait toujours dit quelque chose depuis que je suis petite. Il m'a dit, fais tout avec sérieux, mais ne te prends jamais au sérieux. Et ça, pour moi, c'est le plus important parce qu'il faut savoir qu'il faut sans cesse se former. Il faut savoir ce qu'on veut, mais ne jamais se reposer sur ses acquis, c'est très important. Notamment dans le secteur de la remise en forme, ça évolue énormément. Il y a des nouvelles disciplines qui sortent sans arrêt et il faut savoir rester à l'écoute de ce qui se passe, continuer à se former sans arrêt pour que notre exercice professionnel ne devienne pas une routine. J'aime me fixer des challenges et essayer d'accumuler des formations, des compétences pour pouvoir continuer à être performante et continuer à justement à ne pas avoir de routine. Donc toujours savoir qu'on peut toujours progresser, toujours chercher plus loin. Et je pense que c'est ça, il faut savoir rester humble parce qu'on peut sans arrêt faire mieux, mieux, mieux. Et il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment se faire plaisir dans son travail et être polyvalent, à mon sens. On retrouve la polyvalence. Est-ce que vous avez des questions? Parce que vous êtes là, vous avez choisi d'assister à cette table ronde. J'imagine que tout ce qui s'est dit a fait naître des interrogations. Qui souhaite poser une question aux intervenants? C'est toujours la première question qui coûte. Ensuite, ça va tout seul. Alors moi, j'en ai une qui va sans doute vous intéresser, qui va intéresser l'Assemblée et mettre mal à l'aise les intervenants. Mais la question, elle finit toujours par arriver. C'est la question, vous l'avez évoqué un peu, vous devinez la suite, la question de la rémunération. Alors, il ne s'agit pas, bien évidemment, de donner un chiffre à l'euro près, mais de nous donner quand même des petits éclairages, des fourchettes, une appréciation de ce que ça peut, ce à quoi ça peut correspondre. Ophélie. Alors pour un coach sportif, on a une grille de salaire qui est clairement établie. On a un métier qui fait souvent rêver au départ. Le salaire de base, en sortant du diplôme, je dis bien en sortant du diplôme, lui fait moins rêver puisque la rémunération de départ, c'est le SMIC. Maintenant, avec l'expérience, les formations complémentaires et les compétences qu'on acquiert au fur et à mesure, le salaire augmente. Plus vous avez d'expérience, mieux vous êtes payé. Donc le salaire peut varier du simple très facilement au double, à condition de se donner les moyens. Donc rien n'est fermé. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de se former énormément, parce que plus vous vous donnez les moyens, plus vous pouvez gagner sans problème. Dans ce métier-là, c'est c'est très facilement possible. Donc ça dépend beaucoup de l'investissement personnel, de sa capacité à aller de l'avant, à défendre sa position dans un secteur qui peut être concurrentiel. Pour vous, j'imagine que ça se pose un peu dans d'autres termes. Célestine, qu'est-ce que vous pouvez nous révéler? Écoutez, dans le cadre de mon activité professionnelle, dans la structure dans laquelle je travaille, mon salaire se situe entre 2 000 et 2 500 euros. Il faut savoir qu'avant, j'ai travaillé dans ce même type de structure, mais c'était à Strasbourg à l'époque. C'était que sur l'obésité. Et je pouvais dépasser les 2 500 euros. Mais parallèlement, on me sollicite souvent, soit pour animer des conférences, soit pour faire la formation de formateur. Et ça, c'est un supplément de salaire. Vous voyez, donc, vraiment, si moi je pouvais vous encourager, c'est vraiment s'orienter peut-être dans le sport et la santé aussi, parce que c'est très porteur maintenant. Si vous habitez à Strasbourg, vous avez dû entendre parler de la prescription de l'activité physique sur ordonnance. On s'est rendu compte en fait que l'activité physique est un outil thérapeutique non médicamenteuse. Et donc, ce qui fait que le fait d'avoir sa pratique d'activité physique au quotidien, ça permet pour certains
patients, de réduire le nombre de quantités de médicaments qu'ils prennent au quotidien. Et donc, ça a vraiment le vent en poupe. Et donc, ce qui fait que si on s'oriente là-dessus, et comme disait Ophélie tout à l'heure, ne pas se donner des limites. C'est vrai que j'ai peut-être ce que je parle comme salaire, mais je travaille derrière énormément. Je paye des formations moi-même. Il y a 2 mois, je suis allée à Paris pendant une semaine. J'ai payé une formation, par exemple, à 1 000 €. Et donc, ça fait partie, ce n'est pas la structure qui l'a payé, c'est vraiment parce que j'acquiers des compétences qui me sont utiles pour pouvoir être toujours compétente. Moi, je pense que quand vous faites quelque chose qui vous plaît, vous ne voyez même pas le prix, vous ne voyez pas les heures et vous n'avez pas l'impression de travailler parce que vous investissez avec beaucoup de passion. Alors là, vous avez soulevé un point qui est important, auquel vous n'êtes pas encore sensibilisé, mais j'en parle quand même, c'est ce qu'on appelle un peu abusivement la formation continue. C'est-à-dire qu'on va continuer, vous allez continuer à vous former tout au long de la vie. Et plus vous allez développer vos compétences, plus vous pourrez prétendre peut-être à d'autres responsabilités. Donc essayez aussi, en termes de stratégie, d'avoir ça à l'esprit. Morgane, donc vous, d'ici 5-10 ans, vous serez sans doute millionnaire parce que votre projet semble, on vous le souhaite en tous les cas, mais vous avez déjà un vécu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du point de vue du salaire? Alors, d'un point de vue du salaire, mon enseignant en master nous a dit un jour à toute la classe, quand vous sortirez du master, votre premier emploi, ça sera 2 000 € net par mois. Et ben, je peux vous dire, c'est très très loin de ça. C'est beaucoup plus, c'est ça? Plus dans l'autre sens. Non, en fait, malheureusement, le sport et le marketing du sport et les équipementiers sportifs et les clubs de foot, de tout ça a une grosse image, une image positive. Voilà, quand on va te dire, tu viens bosser chez Puma, tu vas rencontrer des sportifs, tu vas faire une photo avec Usain Bolt et tout ça, malheureusement, ça a de la valeur, ça aussi. Donc après, il y a des entreprises qui vont bosser, qui vont payer mieux que d'autres. Il y a une grosse entreprise locale qui est aussi un équipementier sportif qui paye beaucoup mieux que Puma, par exemple. Donc voilà, c'est assez variable. Mais en termes de fourchette, quand on va commencer forcément bas. Il faut faire ses preuves. C'est pas parce qu'on sort d'un master et qu'on a fait 6 mois de stage qu'on va tout de suite être responsable. En tant qu'assistant, j'ai commencé un tout petit peu plus que le SMIC. Donc on peut avoir une fourchette de 1003 à 1004, 1005. Quand on passe chargé de projet, on va passer entre 1005 et 1007, 1008. Après, quand on commence à avoir des responsabilités, on va commencer à dépasser les 2000. 2000 à 2003 net par mois. Donc voilà, c'est la réalité. C'est le monde du sport, c'est féerique, il y a des paillettes, ça fait rêver beaucoup de gens. Et ben c'est le jeu, malheureusement. Ce que vous soulevez aussi, c'est que la gratification ou le salaire d'un travail peut aussi être quelquefois un peu symbolique parce qu'on va avoir la reconnaissance de jeunes qui valorisent votre travail. C'est aussi cette dimension-là, quelquefois. Alors ça ne finit pas sur votre compte bancaire, effectivement, mais c'est d'autres formes de salaire. C'est des plaisirs supplémentaires. Voilà, donc ça c'est peut-être aussi un aspect à ne pas négliger. Peut-être un élément pour compléter? Pour ma part, c'est comme Ophélie. Donc nous, c'est en fonction des formations, des diplômes qu'on a. Et chaque année, on a des objectifs à atteindre. Et donc quand on atteint nos objectifs, on est noté, en fait, on a une note qui augmente chaque année si on a atteint nos objectifs. On a 1,5, 1 ou 0,5 ou 0. Et donc en fonction de ça, notre salaire augmente et plus on fait des formations derrière, plus notre salaire sera élevé. Mais comme dit, c'est pas que le salaire qu'on recherche. Moi, à ce jour, il y a quelques mois de ça, j'étais au centre-ville à Haguenau et j'ai vu, parce que quand j'étais à la SPTT, quand je faisais mon apprentissage, on avait une section sport adapté. Et donc je travaillais avec des personnes qui étaient porteurs d'handicap. Et il y a quelques mois de ça, je marchais dans la rue, j'entends quelqu'un qui crie mon prénom. Je dis, je me retourne, je vois, c'était une des personnes avec qui, une des personnes que je faisais du sport adapté. Et là, on se dit, waouh, ça fait 2-3 ans de ça, et là... Ouais, ça c'est effectivement, c'est un beau témoignage d'être interpellé. On se sent utile, on se dit que notre travail a du sens, et c'est aussi à prendre en considération.
Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on va pas tarder à clore cette table ronde. Est-ce que vous avez des interrogations? Vous aimeriez avoir des compléments? Allez, allez-y. C'est pour savoir si dans le domaine de la fitness, on trouve du travail assez facilement. Par exemple, là, je me suis renseigné sur un Dust et je ne sais pas si on trouve facilement du boulot facilement sortant de l'information. Le marché de la remise en forme en termes d'emploi est très 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 porteur. On trouve du travail ultra facilement. S'il y a un secteur dans lequel il y a très peu de chômage, c'est celui-là. Tout ce qui est fitness, musculation, sans problème. Sur le secteur de Metz, j'ai le centre de formation. L'année dernière, j'avais 21 stagiaires donc, qui ont préparé leur diplôme. Les 21 ont été diplômés fin juin. Mi-juillet, ils étaient tous embauchés, sans avoir à changer de région. Donc c'est vraiment, même sans expérience, on trouve facilement. Après, c'est plus le salaire qui est bas au départ et qui augmente. Mais en termes d'emploi, oui, vraiment. C'est aussi un élément, je vous remercie de votre question, parce que c'est un élément à prendre en compte. Le choix d'une formation, oui. Le choix d'un métier, oui. Mais aussi la capacité ensuite à trouver des débouchés et à choisir une formation qui permette de s'insérer professionnellement. Donc là, les retours sont très positifs. Oui. Je voulais aussi ajouter que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on ouvre beaucoup plus aussi au niveau du sport et la santé. Je reçois souvent les stagiaires de Dust qui viennent parfois valider leur module. Et donc maintenant, comme on voudrait, parce qu'avec, il y a un projet qui est passé au niveau du ministère de la Santé qui voudrait que l'activité physique soit prise en compte et que les médecins puissent prescrire l'activité physique. Et donc du coup, on manque justement, on parle d'associations sportives labellisées sport santé. Et donc pour qu'une association soit labellisée sport santé, on a besoin des personnes qui sont titulaires du DEST, mais qui auront fait une formation en lien avec la santé. Et je pense qu'il y a beaucoup de créneaux qui vont s'ouvrir là-dedans. Parce que pour l'instant, par exemple, dans la région dans laquelle je travaille, on aimerait bien orienter les patients dans les associations labellisées sport santé. Parce qu'il faut savoir que la patientèle qu'on a, le public qu'on a, parfois, ils ne partent pas facilement dans les clubs de fitness. Parce que le frein pour eux, c'est le rapport au corps qui est négatif, c'est le fait que c'est peut-être beaucoup plus intense pour eux. Mais on voudrait avoir des gens qui seront dans des structures qui vont les prendre en charge, et notamment les DOST. Et donc, au-delà du coach sportif, vraiment coach sportif, vous pouvez aussi avoir cette ouverture qui va se faire de plus en plus. Et là, dedans, il y aura beaucoup de créneaux parce que ça passe au niveau national. Donc, vous voyez que le sport offre une palette d'activités, une palette d'insertion. Vous avez peut-être encore, durant la demi-heure qui reste, la possibilité d'aller sur les stands de formation pour approfondir le sujet. Ne négligez pas ces pistes-là. Moi, je souhaiterais peut-être simplement, pour conclure, rapidement, que vous puissiez, chacun, individuellement, identifier, parce qu'on se pose cette question quand on est lycéen, sur les qualités qu'il est bon d'avoir pour percer dans ce domaine. Si vous aviez à identifier une ou deux qualités qui vous semblent essentielles pour bien faire ce que vous faites. Mehmet. Non, c'est bon. Pour moi, la première chose, c'est, en un seul mot, c'est plaisir. Deuxième, c'est partage. Parce que moi, au début, avant de commencer, ce que j'avais peur, c'est de ne pas pouvoir réussir, de ne pas pouvoir partager ce que j'aime avec les plus petits. Et là, ce jour, avec les formations que j'ai pu faire, là, il n'y a aucun souci, je prends du plaisir et j'arrive à faire partager ce que j'aime. Très bien, merci. Ophélie. Il faut avoir énormément d'empathie, parce que savoir se mettre à la place des autres, on peut uniquement former ou accompagner quelqu'un si on connaît la personne à qui on enseigne, sinon c'est impossible. Donc savoir se mettre à la place des autres et être dynamique, ça c'est indispensable, et avoir un côté foncièrement travailleur. Très bien.
Je vais revenir sur l'empathie parce que c'est vraiment l'une des qualités qu'on doit avoir, que ce soit dans le cadre de la prise en charge, parce que j'ai beaucoup plus parlé de la prise en charge, même au niveau des formations. Il faut avoir de l'empathie, essayer de comprendre la personne pour que le message puisse passer facilement. Il faut avoir la passion par rapport à ce qu'on fait, parce que c'est ça qui alimente la motivation en fait. Si on fait quelque chose, c'est vrai qu'il faut mettre du beurre dans les épinards. Très souvent, on va travailler parce qu'on veut un salaire, mais à la moindre difficulté, on le prend sur nous. Mais quand vous aimez ce que vous faites et que, voilà, et de façon collatérale, vous avez votre salaire, vous passez des journées en travaillant sans travailler en fait. Merci. Pour ma part, ça serait l'ouverture d'esprit. Quand vous serez en poste et que vous aurez la tête dans le guidon, pensez à lever la tête et regarder autour de vous pour savoir déjà ce que vous faites, si c'est bien ou non. Et regardez toujours autour de vous qu'est-ce qui est fait autre part. Que ça soit dans d'autres pays, par exemple dans le sport, qu'est-ce qui se fait ailleurs. Sur Internet, abonnez-vous à des newsletters en lien avec le sport, comme ça vous savez ce qui se passe dans le foot, dans le handball, dans l'équitation, dans le tennis. Soyez ouverts d'esprit et regardez ce qui se passe vraiment ailleurs. Ça vous aidera énormément dans votre travail à vous, dans votre quotidien. Parfait, il est pile 16h30. Je vous propose d'en rester là. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants.